Merci à tous d'être présents pour cette présentation. Comme j'en disais, mon nom est Robert Lecomte, professeur en génie civil depuis 10 ans à l'Université de Sherbrooke, en fait, jour pour jour. Ça me fait tout drôle de souligner ce passage-là. Donc, ma présentation va s'amorcer en fait de la manière suivante. Je vais fournir une introduction et un contexte en lien avec la télédétection et l'hydrologie. Puis, on va explorer ensemble les possibilités que la télédétection peut présenter pour les ressources hydriques, pour la gestion des ressources hydriques. Et puis, je vais passer rapidement 2 cas d'études qui ont été tout récemment complétés par des étudiants du groupe de recherche, 2 étudiants à la maîtrise, donc un cas d'étude sur l'utilisation de l'altimétrie satellitaire pour la gestion des réservoirs et la prévision hydrologique avec l'aide de la télédétection radar. Donc, je pourrais commencer en disant qu'au Québec, le système hydrique classique, probablement qu'on retrouve le plus, c'est celui d'un réservoir, d'un barrage avec un réservoir. Au Québec seulement, on dispose d'environ 5000 ouvrages, barrages, avec des retenues plus ou moins importantes. Et du côté, les propriétaires de ces ouvrages-là, Hydro-Québec arrive en tête avec environ 600 quelques barrages, suivis par le gouvernement du Québec qui en possède peut-être 300 quelques. Donc, beaucoup de barrages, et puis de ces ouvrages-là, un certain nombre, on peut exercer un contrôle sur les débits qui vont transiter par ces ouvrages-là. Alors, quand on parle de gestion d'un système hydrique, dans le contexte actuel, dans le contexte de cette présentation-là, on va parler de gestion des débits au niveau des barrages. Donc, quand on parle de gestion des systèmes hydriques, les gestionnaires ont des objectifs. Ils doivent se fixer des objectifs. Dans le cas d'Hydro-Québec, par exemple, l'objectif principal serait la production d'énergie hydroélectrique. Mais l'optimisation de cette production-là ne doit pas se faire librement. Il y a évidemment des contraintes qui doivent être imposées de manière à limiter les impacts de ces ouvrages-là sur le milieu récepteur. Donc, on pourra chercher, par exemple, à limiter les inondations en aval. On peut souhaiter maintenir des débits écologiques. On peut soutenir également des activités récréotouristiques dans les réservoirs. Dans tous les cas, ce qu'on a besoin essentiellement, c'est il y a combien pour le gestionnaire, il y a combien d'eau dans le réservoir et il y a combien d'eau qui va arriver dans ce réservoir-là. Donc, ce sont les besoins. Et l'action du gestionnaire, c'est de relâcher certaines quantités d'eau et l'enjeu majeur, évidemment, c'est combien de quantité d'eau on doit relâcher. Donc, de manière schématique ici, ce qu'on voit, c'est un barrage réservoir, et puis le gestionnaire doit décider sur des soutirages à donner. Ces soutirages-là, dans le cas d'un système de production hydroélectrique, on parle de débit de turbidé. Puis, on va parler éventuellement aussi de débits qui vont passer par l'évacuateur de crue. Donc, d'un point de vue énergétique, ce sont des débits qui sont non productifs. Donc, on a besoin, bien entendu, d'informations sur le stockage d'eau dans le réservoir et on a besoin d'informations sur les débits, les apports au réservoir. Maintenant, un gros enjeu, en fait, quand on parle de gestion des systèmes hydriques, c'est la gestion des incertitudes. Donc, la figure que vous voyez ici représente une évolution dans le temps typique d'un niveau de remplissage d'un réservoir sur une période d'une année. Donc, la courbe en rouge représente, pour une année donnée, le parcours du niveau d'eau ou du pourcentage de remplissage de réservoir. Et on voit typiquement durant l'hiver, le réservoir se vide graduellement pour assurer une production hydroélectrique, par exemple. Et au printemps, avec la fonte des neiges, il y a un rehaussement du niveau dans le réservoir. Et idéalement, on va se souhaiter demeurer dans la zone verte que l'on voit sur le graphique pour être géré le système hydrique de manière sécuritaire. À la fin du trait rouge, on voit des courbes spaghetti qui sont des prévisions. Donc, les gestionnaires souhaitent avoir des prévisions futures dans un horizon plus ou moins important sur les niveaux d'eau anticipés dans les réservoirs de manière à prendre les décisions les plus judicieuses. Donc, dans le cas qui nous concerne ici, dans cet exemple-là, le gestionnaire, la décision qu'il prendrait probablement n'aura pas d'impact majeur
sur le rendement de l'ouvrage parce qu'on va se retrouver presque essentiellement dans la zone verte. Par contre, la situation peut changer rapidement. Donc, on voit encore le même réservoir, mais quelques semaines plus tard, où tout à coup, le gestionnaire fait face à des décisions à prendre concernant la gestion du réservoir parce qu'il y a une probabilité, dans ce cas-ci, non négligeable, que le réservoir, le système hydrique, ne remplisse pas les objectifs pour lesquels il avait été initialement conçu. Donc, pour le gestionnaire, c'est important d'avoir de l'information sur les incertitudes qui entourent la prévision des apports de manière à prendre la meilleure décision possible. Alors, quand on parle de prévision des apports, je présente ici un organigramme vraiment simplifié d'un système de prévision hydrologique. Et l'incertitude sur les apports se traduit dans un premier temps, sur les prévisions météorologiques. Donc, les prévisions météorologiques étant incertaines, ces prévisions-là qui sont fournies dans un modèle hydrologique pour faire les prévisions hydrologiques vont engendrer une incertitude. Les modèles également ont leurs propres forces et faiblesses et tout modèle hydrologique doit être calibré adéquatement de manière à réduire le plus possible les incertitudes, à maximiser le fonctionnement du modèle d'hydrologie. Et finalement, la dernière source d'incertitude qu'on retrouve, puis c'est ça que je vais regarder un petit peu plus en détail aujourd'hui, c'est l'état hydrologique du bassin versant. Donc, l'état hydrologique du bassin versant, c'est-à-dire au moment où on lance la prévision hydrologique, est-ce que le bassin versant risque de produire des débits importants ou pas? Ça va être défini par son état hydrologique. Donc, quand on parle d'état hydrologique d'un bassin versant, ben, on va regarder dans les bassins versants nordiques, on va regarder au septentrionaux, on va regarder les quantités, les stocks de neige qu'on retrouve sur le bassin versant. Et ces stocks de neige-là, ben, c'est vraiment eux qui vont conditionner le degré de remplissage, en fait la fonte printanière, qui va conditionner énormément la façon dont le bassin, le réservoir va se remplir durant la période de fonte. Durant la période estivale et automnale, l'humidité du sol peut jouer un rôle important parce qu'on se doute bien qu'un bassin versant qui est saturé d'eau à précipitation égale va générer davantage de ruissellement qu'un bassin versant qui est très sec. Et enfin, une autre manifestation ou représentation de l'état hydrologique du bassin versant, c'est les niveaux d'eau qu'on pourrait retrouver dans les lacs, dans les réservoirs, dans les rivières également. Donc, on parle ici de comme variables d'état, neige, humidité du sol et niveau d'eau. Juste pour vous donner une petite idée de l'importance de bien connaître l'état hydrologique d'un bassin versant au moment où on lance une prévision. Sur le graphique que vous voyez ici, c'est un hydrogramme qui a été observé au réservoir Opinaca. Ça, c'est dans le complexe hydroélectrique de la Grande d'Hydro-Québec. Et puis, ce que vous voyez en bleu, ce sont les débits qui ont été réellement observés, les apports au réservoir Opinaca. En rouge, ce qu'on voit, c'est les apports qui ont été modélisés avec l'aide d'un modèle d'hydrologie, sans information externe sur les stocks de neige. Donc, le modèle d'hydrologie génère lui-même ces stocks de neige de par le fonctionnement du modèle. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on laisse aller le modèle tel quel, les apports modélisés sont vraiment très inférieurs aux apports qui ont été observés. Par contre, si on fait une mise à jour sur l'état hydrologique, donc la quantité de neige au sol par une information extérieure, on fait une mise à jour, ici c'était le 1er mars, donc on ajuste dans le modèle d'hydrologie les stocks de neige avec les observations. On s'aperçoit avec la courbe en vert qu'on s'est approché de manière très importante dans ce cas-ci. Ce n'est pas toujours le cas. On s'est approché de manière importante aux débits qui ont été observés. Donc, ça vient renforcer ici la nécessité de bien connaître, de mieux connaître l'état hydrologique du bassin versant pour assurer une bonne prévision des apports. Alors, si on veut faire de la prévision hydrologique avec l'aide et actualiser la prévision avec l'aide des observations, bien, ça nous prend de la donnée. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le réseau de mesure de neige. Donc, on parle ici des stocks de neige du ministère de l'Environnement du Québec. Alors, une forte concentration du réseau de mesure dans le sud du Québec. Par contre, qu'est-ce qui se passe au nord du 50e parallèle? Il n'y a pas de mesure du ministère de l'Environnement.
Par contre, c'est dans cette région-là qu'on retrouve les gros ouvrages d'Hydro-Québec. Oui, il y a de la mesure, évidemment. Hydro-Québec a instauré son propre réseau de stations de mesure, qu'on voit ici. Et au nord du 55 parallèle, sur un territoire d'environ 300 000 km², on compte environ 35 à 40 stations de mesure de niveau de neige, des mesures qui se font de manière manuelle à raison de 2 fois par mois pendant la période hivernale. Et tout récemment, Hydro-Québec a commencé à implémenter un réseau de données de mesures indirectes par ce qu'on appelle le GEMON. Donc, c'est un appareil qui fonctionne sous le principe du rayonnement gamma pour mesurer les stocks de neige au sol en continu. Donc, au moment où on se parle, il y a une quinzaine de ces stations-là qui sont installées. Et Hydro-Québec prévoit remplacer les stations de mesure au sol traditionnelles par les GEMON d'ici 3 à 5 ans. Donc, on prévoit dans les 3 prochaines années un déploiement jusqu'à 80 stations GEMON. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais si on regarde la densité du réseau hydrométrique qu'on va obtenir, on va parler d'environ une station aux 6000 km². Qu'est-ce que ça veut dire, une station aux 6000 km²? Bien, j'ai pensé juste faire un petit parallèle avec la superficie de nos bassins versants, qui est celui de la rivière Chaudière, dont la superficie est de 6682 km². Donc, le réseau qui va être mis en place va assurer une couverture étendue, mais dont la résolution va être quand même très faible. Alors, c'est là que la télédétection peut donner un coup de main. En fait, la télédétection ne résoudra pas tous les problèmes, on s'entend, mais ça peut venir aider à complémenter le réseau de mesure traditionnel terrestre. Alors, en quoi ça peut aider? Bien, juste un bref rappel. La toute première mission de télédétection, d'observation de la Terre a eu lieu en 1972 et ça a commencé vraiment de manière opérationnelle avec un satellite qui était le Landsat 2 en 1975. Depuis 1975, il y a eu une augmentation et les dernières années, un foisonnement, une augmentation considérable du nombre de missions satellitaires, à commencer par les programmes RadarSat du gouvernement canadien qui ont commencé dans les années 80. RadarSat 2 notamment a été lancé en 1995. Et tout récemment, le RCM, qu'on appelle RadarSat Constellation Mission, a été, on parle de 3 satellites qui ont été lancés simultanément en juin 2019. Et d'autres missions qui sont en devenir, dont la mission SWAP, qui va permettre de faire le suivi des plans d'eau par altimétrie. Et ça, c'est prévu pour 2021. Donc, beaucoup de satellites pour l'observation de la Terre et plusieurs de ces satellites-là, potentiellement utiles pour l'hydrologie. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vraiment faire un survol en fait, très, très, très rapide sur des principes de télédétection, juste pour vous mentionner qu'il y a 2 grandes catégories de capteurs embarqués dans des satellites. Dans un premier temps, on peut parler des capteurs passifs. Qu'est-ce qu'on entend par capteur passif? C'est un capteur qui va capter, qui va enregistrer du rayonnement, en fait de l'énergie qui va être réfléchie par une source externe, qui est le Soleil. Donc, quand on fait, dans le cas d'une réflexion, on travaille dans le domaine des ondes visibles. Et un exemple de tel satellite, c'est le satellite français Spot5. Il y en a une multitude là, qui fonctionnent avec ce principe-là. Également, lorsque une cible, une surface reçoit de l'énergie du Soleil, il va y avoir une partie de cette énergie-là qui va être réémise sous forme d'ondes longues dans le domaine de l'infrarouge et aussi dans le domaine des micro-ondes. Donc, le satellite SMOS, qui veut dire Soil Moisture and Ocean Salinity Mission, c'est un satellite qui fonctionne sur le principe des micro-ondes passives, qui a été dédié pour le suivi, entre autres, de l'humidité du sol. Il fonctionne sur le principe d'un système passif. Par opposition au système passif, on va parler de système actif. Alors là, les systèmes actifs, ce sont des capteurs qui génèrent leur propre énergie et vont récupérer une partie de cette énergie-là une fois que l'énergie aura été réfléchie sur la cible. Alors, la grande majorité de ces capteurs-là, ce sont des radars, dont la constellation RadarSat est un exemple. Récemment, un satellite qui s'appelle ICESat 2
fonctionne lui aussi selon le même principe, mais au lieu d'être un radar qui fonctionne dans le domaine des micro-ondes, on parle d'un lidar, donc un équivalent, si on peut dire, radar, mais qui fonctionne dans des fréquences de signal beaucoup plus élevées. Et ICESat peut fournir de l'information sur la surface des glaciers. Ça a été notamment conçu pour ça, avec une précision millimétrique. Donc, on peut parler de variations sur la surface des glaciers, la surface des calottes glaciaires de l'ordre de 4 à 5 mm. Donc, 2 exemples ici de capteurs actifs. Maintenant, juste mentionner, à notre grand bonheur, si je peux dire, il y a beaucoup de ces données-là et de ces produits-là qui sont disponibles. Donc, qu'on peut télécharger pour la plupart gratuitement sur différents sites. Et on parle comme information de produits, soit de données brutes sur des images, ou soit de produits. Par exemple, des produits de précipitation obtenus par satellite, des produits de stock de neige, d'humidité du sol. Donc, plusieurs de ces produits-là nous sont accessibles grâce à des développements qui ont été faits par des groupes de recherche, que ce soit au niveau gouvernemental dans les universités, pour développer des algorithmes qui vont faire la conversion du signal enregistré par le satellite en un produit qui pourrait être utile pour des applications telles que l'hydrologie. Donc, on est très chanceux d'avoir ces données-là. Par contre, le défi ici, c'est de maximiser l'utilité, l'utilisation de ces données-là parce que, encore une fois, les données, les produits satellitaires ont leurs avantages, mais bien entendu, ont des inconvénients dont je parlerai dans quelques instants. Alors, un exemple de produit potentiellement utile pour l'hydrologie, on parle de la cartographie de l'étendue du manteau neigeux. Donc, on voit ici une partie de la province du Québec qui a été cartographiée avec une mosaïque d'images MODIS. Et cette information-là, elle est actuellement utilisée de manière opérationnelle par Rio Tinto pour aider à la gestion de leur système hydrique, en fait, la gestion du lac Saint-Jean, du niveau d'eau du lac Saint-Jean. Donc, essentiellement, tout dépendant où l'étendue, tout dépendant de l'étendue du manteau neigeux sur leur bassin versant, les gestionnaires vont ouvrir de manière plus ou moins importante leurs vannes pour maximiser, tant que faire se peut, la production hydroélectrique, puis d'éviter les inondations tout autour du lac. Autre produit, on voit ici à la gauche, c'est un produit d'humidité du sol qui a été obtenu avec l'aide d'un satellite qui s'appelle SMAP pour Soil Moisture Active and Passive. Donc, ces produits-là, ce qu'on voit ici, c'est l'humidité du sol, non pas en centimètres cubes par centimètre cube d'eau et de sol, mais en pourcentage de saturation. Les couleurs bleues étant correspondant des sols très saturés, les couleurs vertes, des sols qui sont moins saturés. Donc, information potentiellement intéressante pour fin de prévision des inondations, par exemple. Ça m'amène à parler juste très, très brièvement avant de suivre avec des cas d'exemple. Un cas particulier de ces capteurs-là, c'est, comme je le mentionnais tantôt, c'est les capteurs qui fonctionnent dans les micro-ondes actives, en fait, dans les micro-ondes. Alors, on peut retrouver les radars micro-ondes actives et on peut retrouver également des systèmes passifs qui fonctionnent sur le principe des micro-ondes. Le gros avantage de ces systèmes-là, c'est qu'elles peuvent déceler la présence d'eau. Donc, d'un point de vue hydrologie, on se dit bravo, mais attention, il y a des limites, bien entendu, à ce qu'on peut extraire comme information à partir de ces capteurs. Donc, ce qu'on voit ici, c'est juste une petite animation qui montre un peu le fonctionnement d'un satellite comme la constellation à mission Radarsat. Alors, le satellite, ce qu'il fait, c'est qu'il va se déplacer, émettre un signal. Ce signal-là va être projeté au sol. Et tout dépendant des caractéristiques du sol, l'énergie qui va être rétrodiffusée, qui va retourner vers le capteur, va être plus ou moins sensible aux caractéristiques qui sont au sol. Donc, dans le cas de l'humidité du sol, par exemple, l'énergie qui est rétrodiffusée est fonction de la présence de végétation au sol, mais également fonction de l'humidité du sol qu'on peut retrouver, ainsi que de la rugosité à la surface de l'objet.
faut bien comprendre ici que des satellites comme RadarSat ne vont pas sonder l'humidité du sol sur des grandes profondeurs. Donc, on parle ici de quelques centimètres tout au plus. Donc, c'est une des limitations de tel système. Alors, il faut voir en quoi cette information-là peut être valorisée là, pour les fins hydrologiques. Donc, je vais présenter maintenant brièvement 2 cas d'études en lien avec l'utilisation, dans les 2 cas, de capteurs actifs dans le domaine des hyperfréquences ou des micro-ondes, donc, comme je le disais tantôt, sensibles à la présence de l'eau. Le premier cas d'étude, c'est dans un contexte de l'estimation des apports, des débits qui entrent dans un réservoir hydroélectrique. Et ce travail-là a été réalisé, tout juste complété il y a quelques mois, par Sébastien Langlois, qui a complété ses travaux de maîtrise, qui maintenant travaille à Hydro-Québec. Donc, le site d'étude, c'est le réservoir ou le bassin versant, réservoir Eastmain, qui fait partie du complexe hydroélectrique La Grande, qu'on voit à la droite. Et ce qu'on cherchait à savoir ici, c'est est-ce qu'on est capable d'estimer, de reconstruire des débits qui entrent dans le réservoir Eastmain à partir d'informations satellitaires, en particulier l'information en provenance d'un radar altimétrique dont je vais parler dans quelques instants. Donc, juste quelques mots sur le site d'étude. Ce qu'on voit ici, c'est le réservoir Eastmain 1, dont la superficie d'ennoiement est d'environ 600 km², ce qui représente un peu plus de 2 de la superficie du bassin versant. Donc, une capacité de stockage utile pour fin de production hydroélectrique, qui est présentée ici. Et juste pour vous mentionner un peu où se situe ce système hydrique-là par rapport à la grande famille des systèmes chez Hydro-Québec, ben, on voit ici sur le tableau que Eastmain produit environ 1000 mégawatts, la capacité installée d'environ 1000 mégawatts, ce qui le place quand même assez haut dans les systèmes gérés par Hydro-Québec, le plus grand étant le complexe ou le système hydroélectrique Robert Bourassa, anciennement appelé la Grande 2. Donc, on voit un peu les caractéristiques ici, la hauteur de chute de 60 mètres, notamment. Où se trouve le bassin Eastmain? On le voit, le réservoir, on le voit tout à gauche sur cette carte-là, qui illustre le bassin versant de Eastmain. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que la presque totalité des eaux du bassin versant Eastmain se jettent dans le réservoir et il y a des eaux qui proviennent de dérivations de d'autres bassins versants. Mais ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment on peut reconstituer, estimer les apports, les quantités d'eau qui arrivent au réservoir à partir du bassin versant. Une des raisons pour lesquelles on a choisi ce site-là, c'est parce que dans les faits, les données existantes sur le réservoir ou le bassin versant Eastmain sont de très bonne qualité. On parle ici de données de débit, les points jaunes, et de données de niveau d'eau également. Donc, il y a beaucoup de données valides, validées, qui nous permettent de comparer ce que l'information satellitaire pourrait nous produire en comparaison avec des véritables mesures. Donc, le site d'étude a été choisi notamment pour cette raison-là. Quand on veut estimer les débits qui entrent dans un réservoir, on n'a pas toujours la chance d'avoir des stations de mesure sur le terrain de débit. Alors, ce que Hydro-Québec va faire typiquement, pour tenter d'estimer ces débits-là, va appliquer un bilan. Donc, un bilan hydrologique est vraiment l'équation fondamentale en hydrologie. Et ce bilan hydrologique-là, essentiellement, ce qu'il dit, vous avez une baignoire, vous faites couler l'eau du robinet, il y a de l'eau qui arrive, puis vous ouvrez, vous videz votre baignoire en même temps, il va y avoir de l'eau qui va sortir et on va essentiellement monitorer le remplissage et la vidange de votre baignoire. Donc, le réservoir, c'est la même chose. Donc, on a ici l'équation qui nous montre que la variation de stockage, delta S, en fonction du temps, va dépendre des débits qui vont arriver, moins les débits qui vont en sortir. Ce qui est bien connu, en général, c'est les débits qui sortent. Parce qu'il y a des courbes de tarage, c'est-à-dire des courbes qui traduisent le niveau d'eau dans la rivière en aval en débit. Ça, c'est calibré.
Donc, on a une bonne confiance sur les débits qui vont sortir du réservoir. On a souvent, les débits qui rentrent, on n'a même pas de mesure. Donc, pour essayer de trouver le débit qui entre, Q-in, on va faire une estimation, on va passer de manière indirecte en calculant les variations d'eau, de niveau d'eau dans le réservoir. Et typiquement, des réservoirs comme East Main 1, dont la superficie fait 600 km², c'est pas rare qu'on va retrouver une seule mesure de 10 mm ou deux, rarement trois. Donc, la qualité de l'estimation du volume ou des changements de volume dans ces réservoirs-là, pas toujours égale. Dans certains cas, ça va bien. Dans d'autres cas, il peut y avoir des fluctuations locales dans les niveaux d'eau qui vont influencer de manière négative l'estimation des débits qui vont entrer. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est, à défaut d'utiliser des millimètres pour estimer les variations de stockage, est-ce qu'on peut utiliser l'information d'un altimètre radar? Donc, c'est ça le but de l'étude. Juste pour vous montrer le problème avec lesquels les gens d'Hydro-Québec, notamment, font face. Vous avez sur le graphique du haut un hydrogramme typique en rivière, mesure de débit en fonction du temps en rivière. Donc, une courbe qui est relativement qui continue et qui n'est pas bruitée. Et en bas, ce que vous voyez, c'est des débits qui ont été reconstitués avec l'équation du bilan de masse pour estimer ce qui entre dans un réservoir. Donc, vous avez des apports qui sont extrêmement bruités. Et cette information-là, elle est très difficile à utiliser pour des fins de prévision énergétique, par exemple, ou pour calibrer des modèles d'hydrologie. Donc, Hydro-Québec travaille très fort pour tenter de corriger ces imperfections-là par toutes sortes de moyens. Et présentement, les prévisionnistes, ce qu'ils vont faire pour s'aider, c'est un filtrage subjectif, plus ou moins, en regardant, par exemple, le comportement des rivières sur des bassins versants voisins pour aider à passer une espèce de ligne continue au travers des informations bruitées que vous avez là. Donc, c'est le défi avec l'utilisation de l'approche de bilan, reconstruction du bilan. Et on espère qu'en utilisant des données altimétriques qui vont mesurer les niveaux d'eau dans les réservoirs, mais pas en un seul point, mais sur une grande surface, va nous aider à réduire ce bruit-là et aider les prévisionnistes pour reconstruire les apports. Alors, qu'est-ce qu'on utilise ici? On va travailler avec une mission satellitaire qui s'appelle SWOT, pour Surface Water and Ocean Topography. Donc, c'est vraiment une mission satellitaire dont le rôle premier est de cartographier finement les niveaux d'eau dans les plans d'eau, que ce soit océanique ou continental. Donc, cette mission-là va être mise en orbite, ça va être lancé dans à peu près une année. Donc, on parle ici d'un altimètre imageur, ça va être le premier de la sorte pour mesurer les niveaux d'eau. Et on peut espérer atteindre une résolution géométrique ou spatiale de l'ordre de la centaine de mètres avec une précision altimétrique inférieure à 10 cm. Maintenant, si on fait un moyennage de cette information-là sur des superficies d'1 km, on peut même penser baisser la précision jusqu'à 3 cm en moyenne sur un plan d'eau. La difficulté avec laquelle on fait face, c'est que le satellite ne prendra pas de l'information, ne générera pas d'information sur une base quotidienne. Certainement pas en continu, puis pas quotidienne. Donc, dans le cas de SWOT, pour qu'il repasse très exactement au même endroit sur une surface terrestre, où qu'elle soit, ça va se faire à chaque 21 jours. Mais, puisqu'on est chanceux, plus on se déplace vers le nord, ces satellites-là, dont l'orbite est quasi polaire, il va y avoir un chevauchement entre les zones imagées, de telle sorte qu'on peut se retrouver avec, à l'intérieur d'un mois, sur un grand plan d'eau, un passage partiel ou complet à tous les 4-5 jours. Alors là, ça commence à être une information plus intéressante. Le satellite va être lancé dans un an. Donc, on n'a pas de données. Dans le moment, on n'a pas d'images qui ont été acquises. Donc, on doit travailler avec des images fabriquées. Donc, avec nos partenaires, nos partenaires nous ont remis un simulateur pour produire, avant même le lancement du satellite, quel serait le genre d'image qu'on pourrait avoir. Donc, ce simulateur-là va simuler
sur une période de 21 jours les différents passages, donc ici, du satellite. Donc ici, on voit le réservoir Eastmain 1. Premier passage, un 5 mai, une certaine orbite, on va couvrir à peu près la moitié du réservoir, si ce n'est pas un petit peu plus. Deuxième passage, qui est le 11 mai, on couvre à peine une surface du bassin du réservoir. Troisième passage, qui a lieu 5 jours plus tard, on a une couverture quasi complète. Et un quatrième passage, sur une période de 21 jours ou d'un mois à peu près, on va avoir une couverture partielle sur le réservoir. Donc, le défi ici, c'est utiliser cette information-là pour faire un bilan hydrique, donc l'équation que je vous ai présentée tantôt, dans l'espoir d'améliorer l'estimation des apports au réservoir. Donc, ce qu'on voit ici, le simulateur, ce qu'il est capable de produire, lorsqu'on lui donne l'information requise, va nous produire des images simulées de ce que serait le niveau d'eau. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un exemple d'une image simulée sur une portion du réservoir Eastmain, très bruitée, ce qui illustre que d'un pixel à l'autre, il y a des variations importantes sur les niveaux d'eau qui sont produits par le simulateur, en fait, qui seraient produits par le satellite, mais si on fait un moyen-âge, on va atténuer cet effet de bruit. Donc, on peut produire ces images-là, et une fois qu'on les a, bien là, on peut utiliser l'équation du bilan de masse, qui est présentée ici, et tenter de reconstruire les débits qui entrent au réservoir, connaissant les apports, les débits qui sortent, et connaissant maintenant la variation de stockage en fonction du temps. Donc, le graphique que vous voyez ici, deux courbes. Une courbe en orange, qui sont les apports qui ont été estimés par Hydro-Québec avec l'aide d'un limimètre et des débits sortants mesurés. Et en bleu, ce sont les apports qui ont été estimés en utilisant des images satellites simulées. Et on voit une assez bonne concordance, ce qui nous amène à penser que ce satellite-là va trouver son utilité pour faire le suivi et reconstruire les apports sur des grands réservoirs pour des bassins versants dans lesquels on a très peu d'informations lignimétriques et pour lesquels on n'a pas d'informations de débit qui vont entrer. Deuxième cas d'étude, l'utilisation, dans ce cas d'étude-là, on a essayé de voir en quoi on pouvait utiliser de l'imagerie radar, cette fois-ci pour faire une actualisation, une mise à jour de l'humidité du sol dans un bassin versant, pour voir si cette mise à jour-là améliorerait la prévision hydrologique dans les jours qui suivent. Donc, dans ce cas-là, on a pris deux bassins versants dans la région de l'Estrie, donc le bassin versant de la rivière Magog, qu'on voit à gauche, et le bassin versant de la rivière Au-Saumon, qu'on voit à droite. Ce qu'on voit ici, c'est l'information sur la topographie de ces bassins. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on veut faire une mise à jour de l'humidité du sol sur les bassins versants? Bien, le graphique ici illustre le propos. Vous avez dans un premier temps un bassin versant qui, initialement, est sec, reçoit une quantité d'averses, une quantité de précipitation importante. Il y a une montée du débit à l'exutoire du bassin versant et une décrue suite au passage de l'averse. Suite au passage de cette première averse-là, le bassin versant est dorénavant humide et une deuxième averse qui serait de quantité égale, peut-être même moindre, pourrait provoquer des augmentations de débit significatives. Donc, on voit que le niveau, en fait, la quantité d'eau présente dans le bassin versant a une influence non négligeable, pourrait avoir une influence importante sur les débits qui sont prédits. Donc, comment est-ce qu'on va, en fait, ce graphique-là était peut-être un petit peu plus compliqué. Je vais essayer de vulgariser du mieux que je peux. Ça illustre un peu la démarche, disons, quasi opérationnelle qu'on verrait pour faire une actualisation pour faire une utilisation de l'humidité du sol dans un contexte de prévision hydrologique. Vous avez ici un graphique qui montre l'évolution dans le temps de l'humidité du sol sur un bassin versant. Moi, j'appelle ça ici la vérité. On ne connaîtra jamais exactement c'est quoi la quantité d'eau présente dans le sol d'un bassin versant. On peut l'approximer. Donc, on peut l'approximer de deux manières.
dans une première façon, on peut l'approximer avec l'aide d'un modèle d'hydrologie qui génère ses propres informations sur l'humidité du sol. Et on peut aussi l'approximer avec l'aide d'observations, que ce soit des observations au sol ou que ce soit des observations satellitaires. Puisque ni un ni l'autre ne détiennent la vérité, chaque approche a ses erreurs, ses incertitudes. On est quelque part autour de la vérité, mais on ne sait pas exactement où on est. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, est-ce qu'on peut combiner ces deux informations-là ensemble pour aller chercher une information sur l'humidité du sol améliorée, plus près de la vérité? Et là, à ce moment-là, on redémarre la modélisation hydrologique, on se met en mode prévisionnel pour aller chercher les débits et l'humidité du sol jusqu'au prochain passage pour lequel on a de l'observation, que ce soit au sol ou de l'observation satellitaire, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu la démarche méthodologique qu'on a entrepris dans le cadre de ce projet-là pour valider, pour tester l'applicabilité, la pertinence d'utiliser l'information sur l'humidité du sol pour prévoir les débits en bassin. Donc, pour faire ça, contrairement à d'autres bases de données qui nous fournissent, ou en fait d'autres satellites pour lesquels on a de l'information, des bases de données qui nous donnent des produits, les données radar, il n'y a pas encore comme tel de produits couramment disponibles. Donc, il a fallu qu'on génère notre propre base de données. Alors, pour faire ça, on est allé sur le terrain. On est allé échantillonner l'humidité du sol dans un certain nombre de points, en zone dégagée et en zone forestière. Et avec l'aide de cette information-là, on a couplé l'information qu'on avait obtenue au sol avec des images radar. Dans ce cas-ci, les images proviennent d'un satellite qui s'appelle Sentinel-1, qui sont des images radar à haute résolution, de l'ordre de la vingtaine de mètres, et qui, pour les fins de notre étude, on est allé chercher 27 de ces images-là au-dessus de nos sites d'études sur une période de 2 ans. On utilise également pour nous aider dans notre démarche des produits qui renseignent sur la densité, la vigueur, la densité de la végétation sur le bassin versant, parce que le radar, ses limites, c'est arrive pour estimer l'humidité du sol lorsqu'il y a trop de végétation. Donc, on essaie d'avoir de l'information sur le stock de végétation, la quantité de végétation pour appliquer l'information, en fait, tenter d'extraire l'information sur l'humidité du sol à partir des images radar. Une image radar, ça ressemble à quoi? Bien, vous voyez un exemple ici sur le bassin versant de la rivière au Saumon. Alors, rien en apparence très spectaculaire. Ce que vous voyez, c'est des tons de gris. On voit très bien que les images radar sont sensibles à la topographie. On voit le mont Mégantic, quand même assez bien. Vous avez des plans d'eau. Pardon? Oui, pardon. Je te prierai d'excuser mon interruption. En fait, je demanderais juste de passer rapidement vers les conclusions, si possible, étant donné qu'on dépasse largement le temps. D'accord, j'avais terminé. Merci. Alors, je vais accélérer maintenant. Donc, ce qu'on voit, c'est les images radar pour lesquelles on a établi un modèle qui permet de convertir le signal radar en humidité du sol. Et on a utilisé cette information-là dans un modèle d'hydrologie pour lancer la prévision hydrologique. Et ce qu'on a obtenu, ce sont des prévisions hydrologiques qui fonctionnent dans certains cas. Donc, ce que vous voyez sur cette figure-là, en gris, c'était les modélisations hydrologiques sans actualisation de l'humidité du sol. Et en vert et jaune, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a obtenu avec l'actualisation, soit par des données de mesure au sol, soit par des données satellitaires, qui se comparent favorablement avec la courbe bleu pointillé. Mais il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Alors, évidemment, on doit continuer d'étudier les raisons pour lesquelles, dans certains cas, ça marche bien, et dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Donc, j'arrive à ma conclusion, simplement pour vous mentionner que la télédetection, l'observation de la Terre est une expansion considérable depuis une dizaine d'années. Beaucoup de produits qui sont disponibles, mais ces produits-là ont quand même des erreurs. Les données ne sont pas toujours disponibles quand on veut, par exemple, à chaque 5 jours, à chaque 10 jours. Et les possibilités en hydrologie sont là, mais on commence à les découvrir. Sur le bon côté des choses, c'est que la télédetection radar
c'est vraiment sensible à la présence d'eau dans le sol. Je ne m'ai pas mentionné tantôt, c'est que c'est capable d'avoir au travers les nuages, qui est particulièrement intéressant pour le suivi d'inondations, par exemple. Donc, on pourrait voir les produits de télédétection non pas comme étant utilisés de manière exclusive, mais en complément aux observations de la Terre, aux observations au sol, par exemple, pour faire de l'interpolation. Donc, jusqu'à là, la recherche suggère que c'est une source de données qui est potentiellement intéressante pour différentes applications hydrologiques. Donc, beaucoup de travail encore à faire avant de rendre tout ça opérationnel. Alors, je vous remercie.